Je vous laisse maintenant entre les mains d'Eliette Abécassis. On va se faire cuisiner. Oui. Sur la joie, donc moi je vois trois objections à une philosophie et une praxis qui est fondée sur C'est la quoi joie. ça, praxis, pardon? Une pratique. Une pratique, Ah une oui, pratique ancrée dans ah une oui. philosophie. La première, c'est que comme vous le dites, la joie est fugace. La deuxième, c'est que, comme vous le dites aussi dans votre livre, la joie est fausse. Et il y a le passage le plus émouvant du livre où vous racontez que vous aviez décidé, étant jeune, de prendre les ordres suite à un voyage en Inde. Et vous dites adieu à une jeune femme qui vous plaisait. Et vous partez dans ce monastère que vous décrivez comme une prison. Et là, vous pleurez de joie pour vous apercevoir 3 ans plus tard que c'était une erreur totale. Et en fait, enfin, la joie est égoïste. Alors, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut vraiment fonder une philosophie et puis même un véritable bien-être sur la joie. Les philosophies de la joie me semblent toujours ancrées finalement dans un désespoir et un renoncement profond. Je vous laisse maintenant entre les mains d'Eliette Abécassis. On va se faire cuisiner. Oui. Sur la joie, donc moi je vois trois objections à une philosophie et une praxis qui est fondée sur C'est la quoi joie. ça, praxis, pardon? Une pratique. Une pratique, Ah oui, ancrée dans ah une oui. philosophie. La première, c'est que comme vous le dites, la joie est fugace. La deuxième, c'est que, comme vous le dites aussi dans votre livre, la joie est fausse. Et il y a le passage le plus émouvant du livre où vous racontez que vous aviez décidé, étant jeune, de prendre les ordres suite à un voyage en Inde. Et vous dites adieu à une jeune femme qui vous plaisait. Et vous partez dans ce monastère que vous décrivez comme une prison. Et là, vous pleurez de joie pour vous apercevoir 3 ans plus tard que c'était une erreur totale. Et en fait, enfin, la joie est égoïste. Alors, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut vraiment fonder une philosophie et puis même un véritable bien-être sur la joie. Les philosophies de la joie me semblent toujours ancrées finalement dans un désespoir et un renoncement profond. Je vous laisse maintenant entre les mains d'Eliette Abécassis. On va se faire cuisiner. Oui. Sur la joie, donc moi je vois trois objections à une philosophie et une praxis qui est fondée sur C'est la quoi joie. ça, praxis, pardon? Une pratique. Une pratique, Ah oui, ancrée dans ah une oui. philosophie. La première, c'est que comme vous le dites, la joie est fugace. La deuxième, c'est que, comme vous le dites aussi dans votre livre, la joie est fausse. Et il y a le passage le plus émouvant du livre où vous racontez que vous aviez décidé, étant jeune, de prendre les ordres suite à un voyage en Inde. Et vous dites adieu à une jeune femme qui vous plaisait. Et vous partez dans ce monastère que vous décrivez comme une prison. Et là, vous pleurez de joie pour vous apercevoir 3 ans plus tard que c'était une erreur totale. Et en fait, enfin, la joie est égoïste. Alors, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut vraiment fonder une philosophie et puis même un véritable bien-être sur la joie. Les philosophies de la joie me semblent toujours ancrées finalement dans un désespoir et un renoncement profond.
Vous dites la joie est fugace. Bien sûr qu'il y a des joies qui sont fugaces, mais il y a des joies qui sont actives et qui deviennent de plus en plus permanentes. Et toute la philosophie de Spinoza est liée justement pour essayer de développer une joie de plus en plus active et permanente à travers un processus d'individuation et de connaissance de soi. Donc, si on est simplement, dans ce que je disais tout à l'heure, dans une disposition pour accueillir la joie, oui, ce sont des joies fugaces. C'est déjà ça. Ça nous fait du bien, vaut mieux avoir le plus de joie possible. Ce sont des petites bulles comme voilà, ça. Des bulles qui nous font du bien. Oui. Maintenant, la joie, la sagesse, c'est pas une sagesse, je suis d'accord avec vous. La sagesse de la joie à laquelle je crois, c'est la sagesse spinoziste, dans laquelle on fait un travail sur soi. Et puis l'autre chose, vous dites c'est égoïste, mais pas du tout. Plus on est dans la joie, plus on rend les autres joyeux. La joie est contagieuse. Et moi, et Spinoza l'explique très bien, il dit au fond, ce qui est le plus utile aux autres, c'est que chaque individu soit dans la joie. Parce que s'il est dans la joie, il n'est plus dans les passions tristes que sont le besoin de domination, la jalousie, l'envie, le désir de dominer, qui créent toutes les violences et toutes les guerres que nous connaissons dans le monde. Donc plus il y aura d'individus joyeux au sens spinoziste du terme, c'est-à-dire qui ont réussi à s'épanouir selon leur nature, moins vous aurez de malheur dans le monde. Vous dites la joie est fugace. Bien sûr qu'il y a des joies qui sont fugaces, mais il y a des joies qui sont actives et qui deviennent de plus en plus permanentes. Et toute la philosophie de Spinoza est liée justement pour essayer de développer une joie de plus en plus active et permanente à travers un processus d'individuation et de connaissance de soi. Donc, si on est simplement, dans ce que je disais tout à l'heure, dans une disposition pour accueillir la joie, oui, ce sont des joies fugaces. C'est déjà ça. Ça nous fait du bien, vaut mieux avoir le plus de joie possible. Ce sont des petites bulles comme ça. Voilà, des bulles qui nous font du bien. Oui. Maintenant, la joie, la sagesse, c'est pas une sagesse, je suis d'accord avec vous. La sagesse de la joie à laquelle je crois, c'est la sagesse spinoziste, dans laquelle on fait un travail sur soi. Et puis l'autre chose, vous dites c'est égoïste, mais pas du tout. Plus on est dans la joie, plus on rend les autres joyeux. La joie est contagieuse. Et moi, et Spinoza l'explique très bien, il dit au fond, ce qui est le plus utile aux autres, c'est que chaque individu soit dans la joie. Parce que s'il est dans la joie, il n'est plus dans les passions tristes que sont le besoin de domination, la jalousie, l'envie, le désir de dominer, qui créent toutes les violences et toutes les guerres que nous connaissons dans le monde. Donc plus il y aura d'individus joyeux au sens spinoziste du terme, c'est-à-dire qui ont réussi à s'épanouir selon leur nature, moins vous aurez de malheur dans le monde. Moi, non, mais que ce soit la thérapie ou la philosophie existentielle ou la spiritualité, je crois que ce qu'on cherche, c'est à faire reculer le malheur. C'est pas à instaurer un bonheur qui serait une injonction toute faite, c'est faire reculer le malheur autant qu'on peut. Le malheur n'est bon pour personne. La tristesse, elle fait partie de la vie. En même temps, il ne faut pas s'installer et cultiver cette tristesse, parce que là, on tombe dans le malheur. Il ne faut pas tomber dans la mélancolie, voilà. Nous sommes bien d'accord. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de mal à essayer de cultiver quelque chose qui nous permet de faire reculer le malheur et non pas d'éliminer la tristesse. Mais ce qui fait reculer le malheur aussi ne se situe pas seulement au niveau individuel. Ce qui fait reculer le malheur, c'est la prise en conscience des injustices du monde qui fait qu'on va le combattre tel qu'il est. Et c'est ça l'intérêt de la tristesse. Ce n'est pas la tristesse pour s'y installer, c'est la tristesse en tant qu'elle est, ou le chagrin, en tant qu'il nous met aussi en situation de voir qu'il y a du scandale dans l'univers, qu'il y a des choses, ou dans l'univers ou dans la société, qui méritent d'être combattues ou consolées, justement. Bien sûr. Non, mais que ce soit la thérapie ou la philosophie existentielle ou la spiritualité, je crois que ce qu'on cherche, c'est à faire reculer le malheur. C'est pas à instaurer un bonheur qui serait une injonction toute faite, c'est faire reculer le malheur autant qu'on peut. Le malheur n'est bon pour personne. La tristesse, elle fait partie de la vie. En même temps, il ne faut pas s'installer et cultiver cette tristesse, parce que là, on tombe dans le malheur. Il ne faut pas tomber dans la mélancolie, voilà. Nous sommes bien d'accord. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de mal à essayer de cultiver quelque chose qui nous permet de faire reculer le malheur et non pas d'éliminer la tristesse. Mais ce qui fait reculer le malheur aussi ne se situe pas seulement au niveau individuel. Ce qui fait reculer le malheur, c'est la prise en conscience des injustices du monde qui fait qu'on va le combattre tel qu'il est. Et c'est ça l'intérêt de la tristesse. Ce n'est pas la tristesse pour s'y installer, c'est la tristesse en tant qu'elle est, ou le chagrin, en tant qu'il nous met aussi en situation de voir qu'il y a du scandale dans l'univers, qu'il y a des choses, ou dans l'univers ou dans la société, qui méritent d'être combattues ou consolées, justement. Bien sûr.